Compas et règles en alerte, quid, dictionnaire et cartes à portée de main, les chasseurs sont d'une ingéniosité sans limite. Et grâce à la chouette, c'est un peu de leurs rêves et de leur imaginaire d'enfant qui remonte à la surface. Ils ont au moins déterré quelque chose. On les appelle les allumés de la poêle à frire. Ne riez pas, ils sont même de plus en plus nombreux en France, 100 000 dit-on, qui partent chaque semaine battre la campagne à la découverte d'un trésor enfoui dans le sol. Et la poêle à frire, c'est le détecteur de métaux. Mais aujourd'hui, cette passion est devenue un jeu. Une chouette en or, d'une valeur d'1 million de francs, a été enterrée quelque part en France. Elle appartiendra à celui qui la découvrira. Le point de départ des recherches, un livre vendu déjà à 50 000 exemplaires et un service Minitel qui permet de s'échanger des informations. Une équipe d'envoyés spéciaux a donc partagé la fièvre de ces Indiana Jones du terroir. Chasseurs de trésors, c'est un reportage de Philippe Prigent et Laurent Rodolphi. Dans le plus grand secret, il y a maintenant 2 ans, c'est ici qu'elle fut réalisée. Elle, la chouette. Une chouette d'or, d'argent et de pierres précieuses, valeur 1 million de francs. Cette vidéo amateur est la seule, l'unique preuve de son existence. Et pour cause. Depuis 2 ans, elle est quelque part enterrée en France, à 80 cm de profondeur, et elle attend. Elle attend celui ou celle qui saura la trouver. Grâce au Minitel et à un jeu interactif mis en place par les concepteurs du jeu, cette chasse au trésor est vite devenue pour beaucoup bien plus qu'un simple jeu. Une véritable quête du Graal. Christiane, voyante astrologue et désormais collectionneuse de chouettes, s'est tout de suite passionnée pour cette aventure, devenue pour elle obsessionnelle. Je passe des nuits et des jours. Lorsque le soir mon travail est terminé et que je peux me mettre à la chouette, je n'ai plus de réveil, plus d'horloge. Et le petit matin peut se lever, que je suis encore en train de chercher la chouette. C'est une réelle chasse au trésor. On va dans les forêts en pleine nuit dans notre esprit. Et on a peur. Et on fait des trous. On en a déjà fait chacun sans doute 100 trous chaque chercheur dans notre esprit. C'est l'esprit déjà, la passion. Quand on sera sur le lieu, je crois que tout le monde tremblera. Ce jeu débute par la publication d'un livre. Dedans, 11 énigmes illustrées de 11 peintures. Celui ou celle qui résoudra ces mystères aura alors l'endroit précis où se trouve enterrée la chouette. Au premier abord, j'ai rien compris. Tout ce que j'ai pu lire ne m'a rien dit du tout, et j'ai refermé le bouquin en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Seulement, le ver était dans le fruit. Car alors, ça ne m'a plus lâché. Dans la nuit, je me suis relevée, et depuis, je n'ai plus jamais quitté mon bouquin. Un bouquin vendu à plus de 50 000 exemplaires. Originalité, grâce au Minitel, les chercheurs peuvent échanger leurs découvertes. Ils peuvent aussi toujours tenter de poser des questions au créateur de l'énigme, un certain Max Valentin. C'est le Minitel qui me pompe mes journées. J'ai plus de temps de libre. Vous savez, je reçois entre 80 et 200 messages par jour. Il faut les dépoter. Et parfois, je me couche, il est 4 h du matin ou 5 h du matin. C'est vrai que de ce côté-là, c'est extrêmement astreignant. Max Valentin est le seul à connaître la solution des énigmes, le seul à connaître l'emplacement exact de la cache. Dès le départ de cette chasse, on m'a dit « ne montre pas ta tête ». Le mot, la phrase qui a été prononcée, c'est « aujourd'hui on égorge une vieille dame dans la rue pour 100 francs, imagine ce qu'on pourrait te faire pour 1 million ». Bon, et c'est vrai que je me rends compte maintenant que c'était une bonne idée, puisqu'il y a, effectivement, j'ai eu des messages un peu biscornus, du style « je vais essayer de savoir qui vous êtes et je vous arracherai les solutions aux énigmes ». Si par bonheur vous arriviez à résoudre ces 11 maudites énigmes, il vous faudrait vous rendre comme Philippe, sur le terrain, vérifier la validité de vos déductions. Moi, je vais reprendre mon livre, il y a un truc qui m'inquiète, là. Elle forme à peu près un triangle. Alors, on va essayer de ne pas se planter. Philippe, agent d'assurance dans le Jura, fait partie de ces accros prêt à traverser la France avec femme et enfants à la moindre intuition. 2, 3. Entre ces 3 points, tu as bien que deux intervalles. On peut
rêver, mais c'est vrai que j'aime bien jouer, moi. Donc en fait, tu vois, j'ai quand même fait 697 bornes depuis Oyonnax. Tout près de Narbonne, 3 sculptures monumentales. Pour Philippe, les sentinelles dont parle le livre. La chouette est ici, il en est sûr comme d'autres avant lui, qui l'ont découvert enfoui sous un quai de gare ou caché à l'intérieur d'un parc-mètre. Allez, viens, Titou. Lui, de toute façon, il est excessif. Il est très, comment dire, il part tout de suite sur la première impression. Et il va vraiment jusqu'au bout et à n'importe quel prix. Donc, moi, je suis le frein, quoi. Je suis le frein. Tu arrives, Léa? C'est sûr? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit trou dans chaque sentinelle, donc une petite trappe. Lorsqu'on observe de l'intérieur cette petite trappe, donc la première donne dans un buisson qui est entouré de roseaux. Et c'est vrai que j'ai le cœur qui palpite un peu. Chose étrange, il y a un trou. Alors est-ce que quelqu'un est venu creuser? Est-ce que c'est un terrier? Est-ce que... Et bon, c'est dans l'alignement également de la sentinelle. Cette chouette, j'aimerais la sortir de son trou. Et j'aimerais qu'elle soit là. Tiens, on pourrait faire toute la France à la pelle. Et qu'à creuser la France sur 80 cm de profondeur partout. Parce qu'en fait, rien n'est indiqué. Ça pourrait être partout et nulle part. J'ai creusé, bon j'ai rien trouvé, je suis un peu déçu aussi. Et au fur et à mesure que je trouve rien, j'ai envie encore de continuer à chercher. J'observe là tout autour de moi, je regarde et je me dis bon, je sens que la chouette est par là. Je me dis ben c'est peut-être là-bas, pourquoi pas, ou là-bas. Mais là je suis un peu paumé. Bon, c'est gentillet, mais c'est un petit peu dangereux quand même. C'est dangereux parce que bon, n'importe qui ne peut pas le faire. N'importe qui ne peut pas pianoter sur son Minitel, parce que ça coûte des moyens de toute façon. Hein. N'importe qui ne peut pas le faire. Moi, je pense que... Parce que bon, là, on part quand même 3 jours avec les enfants à l'hôtel. On prend la voiture, c'est bien gentillet tout ça, mais... et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une affaire de business aussi, quoi. Et le business fonctionne. Comme Philippe, après ses échecs successifs, ils sont des centaines d'adeptes capables d'envoyer des messages de dizaines et dizaines de pages par jour sur le Minitel de Max. Résultat, des notes de téléphone sans mystère et plutôt salées pour certains chercheurs qui maudissent Max Valentin autant qu'ils le vénèrent. On est dans une société d'adultes. Quelqu'un qui se laisse hameçonner par le Minitel et n'en sort plus, et va avoir des factures de téléphone monstrueuses, c'est quelqu'un qui est immature. Le Minitel ne coûte pas cher si on s'en sert raisonnablement, correctement. Plus de 10 000 connexions Minitel par mois, cela fait une belle rente financière pour les inventeurs du jeu, même s'ils s'en défendent. Et s'il était caché là, le véritable trésor, le véritable butin. Les éditions Max Valentin éditent ce livre, gèrent le Minitel. Ça doit simplement apporter assez d'argent pour que ça puisse continuer à tourner. Mais là, je rassure ou je renseigne au moins les chercheurs qui pensent que tout le monde est milliardaire dans cette affaire. C'est faux. C'est tout à fait faux. Ça permet de gagner correctement sa vie, de faire tourner une entreprise. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Enfin, une entreprise a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir exister. Ni plus ni moins. Mais on est loin d'être milliardaire, et je suis loin d'être milliardaire. En France, il y a 10 000 chasseurs de chouettes réguliers. En majorité des hommes, plutôt jeunes. Mickey est l'un d'eux. Il est ingénieur télécom, passionné de jeux et de concours. C'est la difficulté des énigmes à résoudre qui l'a d'abord attiré. Mais aussi la part de rêve, d'extraordinaire que cette quête a mené à sa vie et à sa grisaille quotidienne. Mickey ne se sépare jamais ni de son livre, ni de ses cartes.
Le Spiel qui se trouve pas loin d'ici. Et les significations allemandes, là, tu as traduit Oui, alors course les vaches. Parmi ses collègues de travail, certains le prennent bien sûr pour un farfelu, mais d'autres ne seraient pas mécontents qu'il trouve enfin. Mais ils ignorent peut-être qu'une énigme est un mystère magique, alors qu'une solution n'est qu'un vulgaire truc. Je me dis, tiens, j'ai trouvé ça, mais est-ce que c'est vraiment objectif, quoi? Je retrouve une forme sur la carte, un chemin qui a une certaine forme, et eux me disent, mais non, non, c'est pas ça, ou alors, si, c'est vrai, ça. Ou un jeu de mots dans une énigme, ou une altitude sur un point, puis ils disent, mais non, regarde, il y a plein d'autres points que cette altitude-là. Moi, ça me permet de me remettre un peu en cause, d'avoir un jugement extérieur sur la chouette. S'il est parti en week-end, la première question qu'on lui pose, c'est est-ce qu'il a trouvé? En général, il a souvent creusé, mais rien n'était au bout, donc bon, bah, il est un peu déçu, quoi. Mais sinon, s'il n'a pas creusé, forcément, il a cherché tout le week-end et il a passé son week-end à ça. Nuit et jour, seul ou en équipe, les chercheurs passent des heures fiévreuses à essayer de décrypter ces énigmes diaboliques. Avec une seule certitude, ce qu'ils cherchent existe bien. Certains appellent cela la foi, d'autres, dont ce jeu-là, la passion du défi. Thierry est concepteur multimédia. Ce qui lui plaît dans cette chasse au trésor, c'est autant le défi intellectuel qu'elle représente que sa convivialité entre mordus de son espèce. Ce type de jeu de chasse au trésor a quand même un énorme avantage comment dirais-je, intellectuel, c'est que ça dépend en fait des compétences de chacun et que la chance devient là minime. On se donne la chance de trouver, on a des opportunités par rapport à une certaine culture ou à certaines recherches ou à une certaine réflexion. Mis à part un peu l'auto-sportif qui est un peu du domaine de la prédiction, tous les autres jeux sont des jeux de hasard. Là en fait c'est un jeu intelligent entre guillemets. Je reviens. Comme j'ai pas mal de transports en commun, je réfléchis. Et c'est une fois arrivé chez moi que, clac, je me dis, il faut que je vérifie ça. C'est-à-dire que dans le bus, je ne vais pas déplier la carte, et puis il y a des choses à vérifier dans le dictionnaire, ou des mesures à faire. Alors, je vois si c'est une piste qu'il faut continuer, ou vraiment une piste à abandonner. Compas et règles en alerte, quid, dictionnaire et cartes à portée de main, les chasseurs sont d'une ingéniosité sans limite. Et grâce à la chouette, c'est un peu de leur rêve et de leur imaginaire d'enfant qui remonte à la surface. Ils ont au moins déterré quelque chose. Et les idées, ça vient un peu, disons, à l'improviste. Hein. Pendant un mois, des fois, j'ai pas d'idée ou que des choses vraiment de routine où je dis je vais vérifier quand même. Et tout d'un coup, clac, ça peut venir. Je me souviens un samedi matin, j'ai trouvé toute une piste. Et là, j'ai écrit à Max 5 fois dans la journée en disant ça y est, j'ai trouvé. Et puis finalement. Après, j'ai un peu déchanté, je me dis, bon, ça me menait nulle part, quoi. Il y a des côtés agréables à la chose. Côtés agréables sont la communication, avec un grand C, que j'ai avec mes lecteurs. Le jour où la chouette sera trouvée, ça me manquera, ça c'est évident. Parce que ce sont des gens que je ne connais pas, mais que je considère comme étant des amis. Je sais plein de choses sur eux. Quand il y a une naissance dans la famille, on me le dit. Il y a quelques semaines, quelqu'un avait gagné une Twingo lors d'un concours. Et il m'a dit, vous êtes le premier à le savoir. Et bon, il s'est connecté à son Minitel et il me l'a raconté. Là, ce sont des relations très amicales, très chaleureuses. C'est la 10e expédition de ce genre qu'il entreprend. Et pourtant, cette fois-ci, mais comme à chaque fois, il a l'impression que celle-là, c'est la bonne. Paris, 6 h du matin, direction Dabo, un gros bourg situé entre Nancy et Strasbourg. Après de savants calculs, toutes les lignes, les angles, les axes et les longitudes pour Mickey se croisent là-bas. On va longer donc le plan incliné pour arriver à Schefferhof. Là, j'ai déjà creusé dans le coin de Schefferhof. Trop de coïncidences et surtout le fameux navire noir perché signalé dans l'une des énigmes. Dabo est devenu un lieu mythique, presque sacré pour bon nombre de chercheurs. Il suffit de feuilleter le livre d'or du syndicat d'initiative, les traces de leur passage y sont consignées. Parce qu'il paraissait enterré dans un lieu public, et moi j'avais pensé au cimetière. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je ne suis pas allée faire des trous. Hein.
Là, il faut mettre les bottes, hein, parce que vu le climat... C'est moi, question chaussures, je suis plutôt... Ouais. Allez hop. Allez, allons-y. Mais il y a loin de la carte au terrain, des équations à la boue. Les théories, minutieusement élaborées, s'effritent presque toujours de la même manière, invariablement. La borne, elle n'est pas censée être sur le chemin. Elle peut pas être recouverte de limon. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sable et de limon sur le sentier. Ça peut pas être recouvert? Je sais pas, les autres, c'est comme ça, il y a rien d'autre. Et là, on est descendu, on va dire, on a 50 mètres de dénivelé. Ouais. Donc on doit être à 500, on va dire 35. Non, mais je pense que les cartes, elles ont bougé. Après 4 expéditions à Dabo avec Mickey, Flibuste, lui, a tout laissé tomber. Pourtant, pour cet infographiste passionné de jeux vidéo, la chouette d'or représentait un véritable Graal. Il se voyait déjà la brandissant au-dessus de sa tête. C'était une affaire de quelques semaines. Bon, c'est sûr que c'est une fausse piste, il n'y a pas à tortiller du cul, pardon pour le terme, mais Mickey est complètement têtu, là. Il s'entête stupidement sur ce site, et je ne sais pas pourquoi, justement. C'est d'où la rupture avec Mickey sur l'équipe qu'on avait fondée au départ. Dans l'énigme où il y a un coq, ça me donne un point sur la carte à Dabo, l'œil du coq, et de cet œil part un axe qui croise l'axe des fils électriques juste ici, sur ce pylône. Et dans l'axe est-ouest, donc, il faut mesurer 33 mètres. Il creuse n'importe où, là, en plus. Vraiment n'importe où, il pourrait creuser 3 mètres derrière, c'est exactement la même chose. C'est vraiment dingue, quoi. La chouette rend fou, dit-on. La chouette a même failli briser quelques couples. On n'avait plus de vie, il parlait que chouette, il parlait que de la chouette, en plus il parlait chouette. Et oui, dans la 4e, tu sais, ici et là, ils avaient tous des surnoms pas possibles, mais j'ai l'impression de vivre avec un barjot. À l'époque où j'étais à fond dedans, je passais 3, 4, 5 heures par jour à chercher, à potasser, à essayer d'interpréter. Et c'est dur à conjuguer avec le boulot, le travail, la vie sentimentale, les voyages, enfin toutes sortes d'activités. C'est pas évident. Il faudrait faire que ça, à la limite. Si j'avais la chance de faire que ça, je pense que je m'y remettrais. Je pense. En fait, les chercheurs passent par 4 phases. La première phase, c'est la phase simplement de recherche, c'est-à-dire d'essayer de se mettre au même niveau que les autres. Là, il y a échange avec les autres chercheurs, on leur pose des questions, on échange ce qu'on a. La deuxième phase, c'est une phase un peu plus solo, où je dirais le chercheur remet à plat ce qu'il a trouvé et essaye d'aller plus loin. La troisième phase, c'est la phase de validation, où il essaie d'imposer son point de vue aux autres, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça et je suis sûr d'avoir raison. Et la quatrième phase, c'est la phase la plus étonnante, parce que c'est la phase où on ne peut plus les retenir. On va dire géométrique. Parce que là, on va dire qu'il y a peut-être une distance qui traîne. La détermination des chercheurs est inébranlable. Malgré les échecs successifs, ils continuent d'élaborer de nouvelles théories en attendant une nouvelle piste, une nouvelle lumière. Mais qu'ils le sachent ou non, l'essentiel de leur plaisir est bien dans la quête. La valeur du trésor devient vite secondaire. À chaque fois, je crois être arrivé au bout. Bon, mais il y a toujours une étape à franchir. Il y a toujours un mystère à découvrir, quoi. J'ai l'impression que c'est presque jamais fini, même cette recherche. C'est pour ça que je suis venu autant de fois. Chaque jour, je me disais, ça y est, cette fois, c'est ici. Et finalement, je n'étais peut-être pas aussi déçu de me dire, ça y est, c'est peut-être pas là, mais j'ai encore oublié quelque chose, quoi. Il y a encore quelque chose à chercher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours chercher quelque chose, d'avoir l'espoir d'être étonné encore, je sais pas, le lendemain, de me dire que je peux trouver quelque chose d'extraordinaire, quoi. Bon, dans la vie quotidienne, il n'y a pas beaucoup d'occasions de rêver ou de s'étonner. Chouette d'or, magot caché ou butin de pirate, la chasse au trésor est en passe de devenir en France un véritable fait de société. Rien que sur Paris, on vend plus d'une centaine de détecteurs de métaux par mois. De 1500 francs pour repérer une pièce de monnaie à une profondeur de 20 cm à 10 000 francs
pour aller jusqu'à 3 mètres et même connaître la nature du métal détecté. Alain Cloarec vend ce matériel de détection. Il y a 2 ans, il a créé avec d'autres prospecteurs expérimentés l'association Saint-Antoine de Padoue. Objectif, proposer leurs services à des particuliers pour la recherche du sempiternel trésor de famille enfoui par l'arrière-grand-oncle. Sans pouvoir travailler. On a effectué beaucoup de recherches au départ, donc bénévolement, mais bon, on a quand même trouvé des trésors donc assez conséquents sur lesquels on n'a rien pris. C'était le plaisir donc de pouvoir. Alors, effectivement, il y avait une indemnité donc au kilomètre pour la route. Il y avait donc on était logés, nourris, mais c'était donc bénévolement pour le plaisir. Puis on s'est dit après, bon, le plaisir. Bon, maintenant, on pratique donc la récompense sous forme de pourcentage. Pour ces passionnés devenus professionnels, une nouvelle et claire définition de leurs conditions de travail. 10 à 30% du trésor, s'ils le trouvent. Parfois, ils obtiennent des familles des informations sur le lieu et les circonstances de la cache. Mais plus souvent, ils doivent se contenter d'une vague rumeur. Dans les caves de ce château près de Compiègne, des monnaies en or auraient été enterrées par l'ancienne propriétaire. Après passage de leur détecteur, la cave est quadrillée, la terre remuée sur 50 cm de profondeur. En règle générale, bon, les gens cachent quand même dans les angles. Les angles, donc des repères sous une fenêtre, dans les angles, surtout dans les angles des caves, des murs. Hein. Ça, donc on commence les angles et on finit par le centre si jamais ça ne donne pas de résultat. Mais leur taux de réussite laisse encore à désirer, moins de 50% d'échecs ou plus de 40% de réussite. C'est selon l'impatience de Madame la Châtelaine. Mais la chose qu'ils trouvent chaque fois, c'est l'émotion. Même quand il ne s'agit comme ce jour-là que d'une vulgaire boîte de conserve. C'est énorme. Après tout ça, on va transmettre. Ah ouais, c'était rempli. La cave finie, ils s'attaqueront au vieux puits, un classique du genre. Allez, bonjour. Alors oui. Prends ton temps, hein. Travaille pas trop avec tes bras. C'est bon? Peut-être par dépit ce jour-là, l'ensemble du parc fut lui aussi ratissé, mais sans plus de résultat. Ce type de chasse au trésor est en France très réglementé. Si l'utilisation des détecteurs de métaux est bien sûr libre, la découverte, elle, appartient entièrement aux propriétaires du terrain. Pour les fouilles archéologiques, une autorisation administrative est obligatoire. Pourtant, avec un peu de patience et beaucoup de chance, le trésor est parfois au rendez-vous. Dans une cave, un petit peu comme aujourd'hui, hein, ça aurait pu se passer comme ça, donc dans le coin d'une cave, à 40 cm de profondeur, sans expérience, de toute manière, c'était pas possible de le sortir, puisque les gens ont cherché pendant quelques mois avant de faire appel à nous. Bon, il y avait quand même 1000 Napoléons, les voilà. Alors ils sont un petit peu tachés, rouillés, mais enfin, en fin de compte, un coup dans l'acide, on les passe un peu dans l'acide ensuite. Nettoyés, ils sont flambant neufs d'ailleurs. Il doit en rester quelques-uns là. À chaque fois, c'est le même effet. C'est même pas une question de quantité, il faut imaginer que vous faites un trou, puis d'un seul coup, ça brille. Alors, on ne sait pas la quantité qu'il va y en avoir, mais c'est le fait d'arriver à ces stades-là et que c'est là, posé. C'est ça qui fait le flash. C'est-à-dire, à la limite, si on était cardiaque, on y passerait tous. Futurs professionnels ou prospecteurs du dimanche, ils sont chaque week-end 70 000 à passer au peigne fin les champs et les plages de notre hexagone. Créée il y a 3 ans, cette association française des prospecteurs ne cesse d'organiser de nouvelles rencontres et compétitions. À ces ébats, une règle unique et simple. Retrouver des jetons d'aluminium enterrés la nuit précédente. Résultat garanti, il y a toujours quelque chose au bout de la poêle à frire. Mais si les déceptions ont été annulées, les émotions ont, elles, été singulièrement rognées. Ils sont un peu les smicards de l'imaginaire dans la chasse au trésor.
C'est le rêve de tout chercheur de trouver un trésor, quoi. Mais bon, c'est comme les gens qui jouent au loto, si vous voulez. Hein. Et pendant ce temps-là, Philippe et les autres chouettomanes continuent de faire travailler leur ménage. Ils veulent tous être les premiers à percer le secret. Ils vivent, eux, dans l'exaltation. C'est vrai, on peut monter là-dessus. Mais la chouette d'or les nargue toujours. Machin, tout ce qu'il faut, tu montes, il n'y a pas de problème. Christine, elle continue de faire confiance à son sixième sens, un sens débordant d'optimisme. D'accord. Oui, bien sûr. Je la sens à un endroit bien particulier. Il me semble qu'en qualité de voyante et astrologue, lorsque je serai dans le secteur, j'aurai plus du tout de difficulté à me diriger. Mais ça, c'est un rêve, sans doute. Thierry, lui, se voit déjà calife à la place du calife, histoire de varier les sensations. Si je trouve la chouette, je la réenterre et je refais un jeu, disons, dans les mois qui suivent. Mickey n'en démord pas. La chouette est à Dabo et il repart pour la 11e expédition là-bas. Ah, une dernière indication. Il n'y avait durant tout ce reportage strictement aucune piste cachée permettant de résoudre les énigmes. Désolé.